C'est écrit, et je m'en excuse, parce que quand on lit un texte écrit, c'est pas très, comment dirais-je, vivant, mais je préfère toujours faire comme ça. Et je vais déroger à ce que j'avais décidé de faire, c'est-à-dire de faire aucun commentaire préalable, on n'y arrive pas, parce que je suis quand même obligée de vous dire que, en vous parlant là, et qu'on a parlé tout à l'heure de la question du transfert, si dans les définitions que Stéphane m'a demandé de ce que j'étais, de l'être que je suis, il y avait le mot psychanalyste, je peux vous dire que là, je ne suis pas psychanalyste, parce que dès qu'on parle, on n'est pas psychanalyste, et que pour l'être, il faut être dans le contexte du transfert, de la séance, etc. Donc, soyez certains que je ne sais pas ce que je suis en vous parlant, et peut-être c'est en avançant dans l'après-coup que je le saurai grâce à vous. Voilà. Alors, j'avais envoyé en fait juste le plan. Ah, oui. Donc j'ai le plan de mon propos, parce que j'espère ne pas vous épuiser et puis qu'on y arrive au bout. Et il y a un plan, comme ça vous saurez où j'en suis et ça vous permettra d'avoir du courage pour arriver jusqu'à là. Alors, donc il faut que... Vous m'entendez pas? Rien? Mince. Alors je vais essayer de parler... Petits apartés, on t'entend. D'accord, mais pour l'instant c'est pas grave. Alors, je vais commencer lentement. Donc, introduction et hypothèse. Sans préambule, donc, j'entre dans le vif du sujet, c'est-à-dire par le milieu, pour m'expliquer sur le titre choisi pour cette intervention. La topologie qui regarde la psychanalyse est une théorie des déformations dans des espaces troués avec des logiques récursives. Ces déformations, ces retournements, ces recouvrements sont susceptibles de faire entrer de manière imprédicative différents espaces en continuité. L'année 1966 est une illustration de ces mises en continuité en faisant écho à la terrifiante année 1666, encore appelée année de la bête. Voilà qu'en 1966, Lacan publiait Les Écrits aux éditions du Seuil, c'est-à-dire à l'adresse des profanes. Michel Foucault faisait paraître Les mots et les choses chez Gallimard, Le haut du panier. Quant à Alexandre Grothendieck, suite à son article de 1958 paru dans une publication mathématique japonaise, il a obtenu cette année-là la médaille Fields, donc en 1966, pour son travail sur la conjecture de Weil à la lumière des faisceaux de Jean Leray. Naissait aussi, et donc en position 4e, un certain Grégory Perelman, tandis que disparaissait André Breton. Dans un précédent travail sur la psychanalyse lacanienne et les mystiques, j'avais mis en exergue l'émergence du différent en 1966 entre Jacques Lacan et Michel Foucault autour de l'examen du tableau de Diego Velázquez. Et donc, Stéphane, si tu... Alors, moi j'ai 3 photos que tu m'as envoyées, mais je ne retrouve pas le plan dont tu me c'est pas grave, le plan, vous avez celui-là, c'était introduction et hypothèse. Je vous dirai au fur et à mesure. Non, pour l'instant on voit rien, c'est normal, ça a été branché. Donc je peux envoyer les photos. Alors, juste la photo des minimes, en fait. Pour commencer. Des minimes. Si j'arrive à le... Ça se passe en 66. Le projo. Donc l'émergence du différent en 66 entre Jacques Lacan et Michel Foucault autour de l'examen du tableau de Diego Velázquez, Les Ménimes. Ce différent a pris des allures de querelle définitive, puisque Foucault c'est la querelle entre Lacan et Foucault. Ça résonne encore dans nos oreilles. C'était un truc terrible. Non, il est éteint. Il est éteint. Sur l'ordinateur. Oui, je coupe. C'est fait. Alors. Oui, vous m'entendez toujours. Donc, les Ménides, voilà. On m'entend plus? Si, c'est bon. Donc, ce différent a pris des allures de querelle définitive, puisque Foucault a cessé à partir de ce moment-là de suivre le séminaire de Lacan. En m'appuyant sur la mise en perspective topologique des 3 retournements meubiens qu'a établi René Lève pour commenter ce tableau selon la lecture qu'en fit Lacan, voici résumé en une phrase ce différent. Tandis que Michel Foucault remplace le roi par le spectateur,
Alors ça se voit pas parce que le roi il est au fond du tableau dans le miroir. Enfin vous connaissez certainement. Bien sûr, mais vous voyez. Il faut éteindre la lumière. Ah oui. Est-ce que vous voyez le roi et la reine dans le miroir? Bon, c'est un tableau très complexe, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais disons que Foucault, très simplement, il remplace le roi par le spectateur, comme sujet du tableau. Jacques Lacan, lui, il prétend qu'un invariant est à l'œuvre et qu'il s'agit de la fente de l'impubère. C'est un vrai scandale. Bon. Alors, c'est un résumé très lapidaire, bien sûr, mais moi, je me suis rendu compte que je n'ai pu formuler ce résumé qui est très clair dans ma tête, et pas pour vous, je m'en excuse, mais ça m'a beaucoup aidé, mais je n'ai pu formuler ce résumé que dans un après-coup qui intégrait le travail que je menais en cours sur Lacan et Grothendieck, l'impossible rencontre. Alors là, il va y falloir la deuxième photo. C'est d'abord, en fait, vous allez voir la photo, parce que j'ai appelé, enfin, pas moi, cette phrase n'est pas de moi, c'est d'une psychanalyste qui s'appelait Anne Listern, elle appelait ça des sautes aux yeux. Voilà. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, il y a un saut aux yeux. Qu'est-ce que c'est ce saut aux yeux? C'est d'abord donc par ce saut aux yeux qui était totalement disjoint. Donc il y avait Lacan-Foucault d'un côté, en train de se disputer là, puis Grothendieck de l'autre, rien à voir. Hein. Et puis, qu'est-ce que c'est le saut aux yeux? Donc, quelque chose à ce moment-là est passé non pas est passé du disjoint complet au discontinu. Discontinu, ça veut dire c'est en relation déjà, il me semble. Hein. Dans un premier temps. Et qu'est-ce que c'est donc ce saut aux yeux? C'est la surprenante ressemblance entre deux forces de la nature, deux robustes. Alors j'avais écrit penseurs, mais je sais que ce mot, c'est pas un bon mot. Il ne faut pas parler de pensée. Je préfère dire artisans de leurs disciplines respectives, qui s'avèrent contemporains. L'un, Foucault, né en 1926 sur les bords de Loire. L'autre, Grothendieck, né à Berlin en 1928. Et très vite, s'est mis en place, avec Lacan, leur aîné, né en 1901 à Paris, un possible nouage borroméen. Et oui. Alors, à la lumière d'un travail d'atelier en cours, en fait, qui a lieu pendant cette année et qui va se poursuivre, sur les topos de Grothendieck en articulation à la théorie des 4 discours de Lacan, ont pu apparaître à ce moment-là des déformations continues, créant un espace homogène, issu de cette précieuse année 1966, loin de la paranoïa engendrée par la mise en continuité de 2 nœuds, en l'absence du troisième. La querelle Lacan-Foucault, par exemple. Mais il y aura une autre querelle qui viendra en miroir. La querelle, c'est l'objet vivant des psychanalystes. Alors la méthode. Je vous donne que le sens de mon plan, c'est pour vous dire que dans mon époque de scientifique, c'était introduction, matériel et méthode, résultat, discussion. Donc j'applique la chose pour faire croire que je reste toujours une scientifique. Ne riez pas. Donc voilà. Méthode. La méthode. Alors au départ, c'est de manière logique et non pas topologique que j'ai entrepris d'accueillir ce discours, celui des mathématiciens, avec leur démêlé, dans leur démêlé avec Alexandre Grothendieck. Mais avec une logique, je peux dire après coup, surtout en entendant tout ce que j'ai entendu maintenant, enfin aujourd'hui, dans une logique d'emblée intuitionniste. Mais moi que j'assume comme étant naïve, en fait. Cette logique n'exclut pas le tiers, on l'a vu. Et en ce qui me concerne, elle s'appuie sur 4 termes qui jouent à part égale un rôle dans mon écoute. Donc pharmacien, biologiste. Alors psychanalyste, je retire, parce que là je ne le suis pas, mais ça doit jouer quand même quelque part. Mais là non. Et profane. Profane. Cette écoute croise sur son chemin le principe de plaisir préliminaire évoqué par Freud dans le livre de 1905, Le mot d'esprit, dans son rapport à l'inconscient. C'est la seule et unique référence à celui dont Freud, très jeune, fut ébloui par l'enseignement, le prêtre défroqué Franz Brentano. Brentano est le philosophe de l'intentionnalité, au sens augustinien du terme. Entre Augustin et Brentano, un pont, une arche même s'est établie. C'est Freud avant la métapsychologie qui regroupe tout sous le chef de la pulsion et dont Lacan fera un manque. C'est Foucaldien en diable, ça brûle, Brent en allemand veut dire brûler, le baril de Brent, hein. Brent, anneau des plaisirs de l'enfance, c'est mon écoute. Sur le terme de profane, je signale une critique publiée dans un média étranger sur la parution de Récolte et Semailles
chez Gallimard en janvier dernier, où l'on peut lire « Le texte s'apparente à une promenade dans l'intimité de sa pensée, sans filtre, dans un style clair que le génie veut adresser aussi au profond. » Ce qui va suivre sera comme dans une analyse, décousue et à reprendre du côté du sujet, entre logique et topologie. Comme dans une analyse, le discours évoluera entre allusion, c'est la paranoïa. Donc dans la paranoïa, je vous ai fait un petit schéma que j'expliquerai tout à l'heure aussi, mais il y a la notion d'allusion. Et ritournelle, c'est la schizophrénie et l'autisme, en passant par ce schéma où il y a des méridiens, en fait, ce sont les méridiens de la division sexuée, la méiose, donc on passe par l'hystérie et la névrose obsessionnelle. Une analyse, je pose ça, n'est pas une mitose, c'est une méiose. Les résultats. Alors, premièrement, histoire et géographie. Alexandre Grothendieck unifie l'algèbre, la géométrie et l'analyse avec ses topos. Il voit de très loin et de très près à la fois, à l'exemple de la cathédrale de Rouen, peinte et repeinte par Claude Monet. En 1968, il n'a que 40 ans. Il se fait prendre pour un mandarin par ses étudiants. Ça le réveille au monde. Il part au Vietnam, puis prend conscience que le réel est en danger et d'ordre fini. Il passe du réalisme, faire des maths comme il en faisait pour trouver le réel préexistant, au nominalisme, l'écologie. Quand il refuse d'aller à Moscou pour recevoir la médaille Fields en 1966, ça n'est pas seulement à cause des intellectuels mis au goulag, mais aussi, ou peut-être même plus tôt, par fidélité au père. Il est resté un enfant, celui de ses parents quand ils l'ont abandonné en 1933, ou plutôt confié à une famille luthérienne progressiste, pour aller faire la guerre d'Espagne. Il les retrouve en 1939. Il voyage seul. Il a 11 ans. Il voyage seul en train de Berlin à Paris. Lui reste ce léger accent. Et son père, un indésirable, est interné dans l'Ariège, là où Grothendieck reste caché à partir de 1992. Il n'a jamais porté le nom de son père, Shapiro, juste son prénom. Alexander, Alexandre, Sacha, Shapiro, ça sonne. Et donc, un prénom qu'il va donner à l'un de ses fils. Le nom n'est que d'emprunt. Seul le prénom fait la transmission patrilinéaire. Son père a été amputé du bras gauche en 1909 en cherchant à s'échapper des geôles sibériennes du tsar de toutes les Russies. C'est un juif issu des milieux chassidiques d'Ukraine. Et très jeune, anarchiste, il participe à la révolution de 1905. Emprisonné pendant 10 ans à partir de 1907, il doit sa libération à la révolution de 1917, mais doit s'exiler en 1921 puisqu'il était partisan de l'armée révolutionnaire insurrectionnelle d'Ukraine, qui a combattu la mainmise des bolcheviks avec le refus des kolkhozes. La notion d'apatride s'inscrit de père en fils. Alexandre idéalisait ses parents. Et peut-être son père, qui sait, n'était pas cet Alexandre Shapiro-là. Le topos parle de l'aide de nommer un pays dont on ne connaît pas le nom, la Galicie. Il y a la Galicie polonaise, celle de la mère de Freud. Freud vient d'Ukraine par sa mère, Amalia, née à Brody, en Galicie, en langue allemande, et qui a passé son enfance à Odessa, dans la famille maternelle, en langue russe. Finalement, elle parlait le yiddish. Et puis, il y a aussi la Galicie ukrainienne, celle de Shapiro, près de Tchernobyl, mais aussi celle de Tchelan et d'Aaron Appelfeld, l'enfant sans terre et sans langue. Aux deux Galicies se rattache le courant messianique du judaïsme, né au XVIIe siècle, avec Sabbatai Tzvi, le faux messie, un courant qui trouve son apogée en 1666. Que pouvons-nous entrevoir de la morne plaine de la Mitteleuropa, nous, qui sommes à l'abri, derrière nos montagnes, et protégés par nos fleuves puissants, qui, tels la Loire, arrivent même à diviser la France en deux, à déterminer un arrêt d'occupation? Michel Foucault, né à Poitiers, procède de cette ligne de partage, de cette démarcation. Et il en vient à définir la norme. Alexandre Grothendieck, lui, se compare à Einstein, car il s'agit pour celui-ci, Einstein, d'une mutation dans la conception que l'on avait de l'espace en physique, tandis que Alexandre Grothendieck nous permet d'accéder à une mutation que l'on avait de l'espace en mathématiques. Le fait de passer d'un espace discret à un espace continu nécessitant d'inventer les topos. Je reste sur le lien à faire entre la géographie peu discrète de la Mitteleuropa et l'aspect discret de notre Occident extrême. Mais cette plaine continue,
commença à être divisée au XVIIe siècle par l'usage nouvellement précieux institué par Leibniz de la langue allemande vernaculaire. Leibniz, retour de Paris et d'Amsterdam, envisagera d'exprimer les concepts philosophiques au-delà des langues latines et romaines pour que ces concepts soient désormais compris par le peuple. Ce qui donne par exemple la coupure qui s'effectue dans la ville de Tchernowitz, où la langue allemande a été imposée par l'Empire austro-hongrois au XIXe siècle. Le langage peut soulever des montagnes et détourner des fleuves pour aboutir au meilleur ou au pire. 3 petits points, ou pire, comme intitulera Lacan son séminaire de l'année 1972, où il découvre, Eureka, le nœud borroméen. Deuxième résultat, passage de porte. Le titre, c'est Passage de porte, la langue et le nom. Grothendieck a rencontré le français en mai 1939. Il a 11 ans. Pourtant, on a l'impression qu'il use du français comme une langue maternelle quand on le lit. D'où la nécessité éventuelle de la recension des 35 occurrences de l'allemand dans Récolte et Semailles pour faire émerger cette Atlantide. Je vous les épargnerai. La première suffira. J'ouvre les guillemets. L'année 1955 marque un tournant crucial dans mon travail mathématique, celui du passage de l'analyse à la géométrie. Je me rappelle encore cette impression saisissante, toute subjective certes, c'est lui qui parle, voilà du sujet. Comme si je quittais des steppes arides et revêches pour me trouver soudain dans une sorte de pays promis, aux richesses luxuriantes, se multipliant à l'infini partout où il plaît à la main de se poser pour cueillir et pour fouiller. Cette impression de richesse accablante, virgule, au-delà de toute mesure, il y a une petite note là, n'a fait que se confirmer et s'approfondir au cours des ans, c'est toujours Grothendieck qui parle, au cours des ans, jusqu'à aujourd'hui même. Que dit la note? Il dit « J'ai utilisé l'association de mots accablant, virgule, au-delà de toute mesure », qui est une phrase discrète, puisqu'il y a une séparation, pour rendre, tant bien que mal, l'expression en allemand, excusez-moi, en allemand, il n'est pas du tout au point, hein, c'est Überwältigend, hein, et son équivalent en anglais, overwhelming. C'est-à-dire que vous voyez, là, ça va tout droit, quoi. C'est d'une traite. Là, pour dire ça, on a besoin en français de dire, il a besoin, lui, de dire accablant au-delà de toute mesure. Je trouve que c'est très parlant. Alors, c'est l'idée d'un passage de porte à la Lewis Carroll qu'il faut suggérer pour unir la capacité de la géométrie à montrer et de l'algèbre à démontrer. Quand il y arrive à la géométrie, il passe une porte et parle en allemand. Le géométrique est continu. On a vu l'impossible carte de la Little Europa, toute continue comme ça. Et l'algébrique, ou encore l'arithmétique, est discret. On passe au français. Imaginez que nous nous engagions dans un canyon aride sans bien comprendre où nous allions et tout à coup nous débouchions sur une plaine verdoyante. Là, je cite Lucky Lucy, le professeur de Paris Sud. C'est très parlant en fait. Voilà, alors ça c'est du côté de la langue. Mais le nom N-O-M, est aussi un passage. Pour celui qui naît Alexander Radatz, du nom du mari de sa mère. C'est un air déjà connu dans la psychanalyse lacanienne, ce genre de choses, puisque la fille de Lacan est née Judith Bataille, du nom du mari de sa mère, Georges Bataille. Donc Lacan et Shapiro, deux noms interdits. Tandis que le prénom de Paul, qui encombrait Foucault, puisque Foucault est né Michel Paul Foucault. Mais Paul, c'était le prénom de son père. Il s'en est débarrassé. C'était celui d'un père en trop. Et que dire du mari de Jacques Lacan, Jacques-Marie Lacan. Donc, on va passer une porte, en fait, avec le nom d'Alexander Radatz, son nom hollandais, qui est le nom de naissance de sa mère. À quel moment commence-t-il à le porter? Je ne sais pas. Je ne sais pas à quel moment il commence à le porter, mais en tout cas, il n'est pas né avec ce nom-là. Alors, ce nom de Grothendieck, je suis désolée, je vais faire assez ce que je vous disais tout à l'heure, ma méthode naïve, cours de récréation, enfin des trucs qui paraissent très très bêtes, mais bon, ça fonctionne quand même. Ce nom, il y a du grotesque, Grothendieck, il y a du grotesque. En fait, ce grotesque, c'est pas grotesque comme on l'entendrait, moi j'entends ça autrement, c'est en articulation avec un courant littéraire qui avait cours à Berlin à la fin des années 20. Ça s'appelait les Grotesken. Et c'était un genre littéraire issu du mouvement dadaïste, tandis qu'en France, c'était la grand-messe surréaliste qui s'imposait. Et il est né à ce moment-là.
et dans ce lieu-là, un espace-temps. Alors ce nom est aussi du côté du growth, croissance, et de Dick, le diable. Ça renvoie au Dick, hein, on le connaît, le Dick, c'est le Dick de Mélanie Klein, on le connaît chez Lacan. Il nous en parle dès le séminaire 1, c'est très important. Ce diable est grotesque. Alors ce gros là, en fait, qui redouble le gros de Grothendieck, tout ça est, à mon sens, géométriquement continu. Bon, mais là, je vais un peu aller dans un territoire, c'est pas grave, j'ose le faire. C'est aussi que, on le sait peut-être, ceux qui sont là, je pense qu'il y a Osvaldo, je pense que Dick, dans les langues anglo-saxonnes, ça veut dire la queue, quoi. Hein, bon, vous le savez. Alors, grosse queue, bon, excusez-moi, on est obligé d'en passer par là, quoi. Bon, bref, en tout cas, la question, c'est prendre le nom de sa mère, quoi. De quoi il s'agit quand on porte le nom de sa mère? C'est un vrai sujet. Est-ce que c'est du fétichisme? Je ne pense pas que lui, il l'ait fait dans ce sens-là, mais c'est une question. Après, où est-ce que c'est être le phallus de la mère? Enfin, oh là là là, j'arrête ça. Moi, ça me donne le tournis, en fait, tous les noms d'Alexandre. Et je vais vous dire pourquoi j'ai insisté là-dessus, parce que après, la troisième étape des résultats, en fait, c'est le nom de Bourbaki et la querelle. Je me tourne vers Alain Kuhn parce que j'ai la trouille comme ça. C'est ce que je vais dire maintenant. Allez-y. Merci. Alors, cette histoire de nom, donc ça va logiquement nous amener à parler donc du groupe Bourbaki, et sans exclure le tiers, quelqu'un qu'on ne nomme pas beaucoup, que je vais nommer là, qui s'appelle André Weil. Donc je ne l'exclus pas, je l'amène là. Et puis d'interroger cette question de la disparition ou de l'effacement du nom dans l'aventure bourbakienne. Je l'interroge. Mais autant vous l'avouer, donc je me suis trouvée à vouloir interroger ça, de vous dire, tout ça, ça a l'air fluide, parce que faut savoir, enfin, disons que la psychopathologie, la mienne, a repris le dessus sur la logique intuitionniste, parce que quand on est dans la logique intuitionniste, c'est fluide. C'est fluide, ça circule. Quand j'étais dans ces histoires des noms d'Alexandre, franchement, j'étais dans la jouissance, quoi. Autant vous le dire. C'était rigolo comme tout. Mais là, tout d'un coup, dès que je me suis retrouvée à devoir évoquer André Weil, c'est devenu... Enfin, ça a coincé. Voilà. Le continu devient plus que discret, voire fibreux. Fibreux, comme on parlait peut-être tout à l'heure Daniel Siboni, au sens clinique et biologique. Comme un derme, vous savez, un derme qui est mal cicatrisé, on attrape ce qu'on appelle une kéloïde, cette espèce de truc fibreux. Mais ça, voilà. Et là, quelque part, je me suis dit, la discrétion s'impose peut-être, mais la discrétion au sens français du terme, comme ça. Pas mathématique. Bon, pourquoi? En fait, voici deux mathématiciens en conflit. Je vous avais promis un autre conflit tout à l'heure. Hein. Il n'y a que ça qui est intéressant, les conflits. Voilà. Pour les psychanalystes, je veux dire. Donc, deux mathématiciens en conflit, nés et morts la même année, 1906-1998. Jean Leray fera l'essentiel de ses avancées en topologie algébrique avec l'introduction des faisceaux pendant sa captivité en Autriche de 1940 à 1945. Et André Weil, ayant fondé le groupe Bourbaki en 1935, se trouve aux prises avec la question du pacifisme. Juste pour mémoire, c'est à l'occasion du 70e anniversaire du pacifiste Romain Rolland, en 1936, que Freud put, dans son éloge de l'écrivain, revenir sur un trouble qu'il avait saisi, lui Freud, 32 ans plus tôt, en 1904, lors d'un voyage en Grèce. J'en reparlerai plus tard. Je vais simplement là vous lire un extrait des mémoires d'André Weil, le début du chapitre 5 intitulé « Sous les drapeaux ». J'ouvre les guillemets. « Je fus jugé le vendredi 3 mai 1940. La séance du tribunal militaire fut une comédie assez mal jouée. Les juges, tous officiers, étaient en uniforme, ainsi que le commissaire du gouvernement, c'est le procureur en matière militaire. Maître Bloch, l'avocat, était majestueux dans sa robe noire, sur laquelle s'étalait le ruban rouge de la Légion d'honneur. Ma famille était dans la salle. Avec sa bonté habituelle, Élie Cartan avait consenti à venir témoigner en ma faveur. Techniquement, il s'agissait d'insoumission et non de désertion, puisque ma faute avait été commise lorsque je n'étais pas militaire. Maître Bloch avait sur le commissaire l'avantage de la robe et des effets de manche qu'elle comporte, à cela près que le réquisitoire et sa plaidoirie me parurent d'une égale platitude. On ne prêta nulle attention à Élie Cartan, qu'on ne fit même pas asseoir. Avant de prononcer la sentence, le président, suivant le rite, me demanda si j'avais quelque chose à dire.
Ce n'était pas le moment de faire le matamor. Et je dis que si j'avais à revêtir l'uniforme, j'étais prêt à faire ce que l'armée attendait de moi, mais je ne pus me résoudre à parler de repentir. Alexandre Grothendieck assiste au séminaire de Henri Cartan, le fils d'Élie, dans les années 50. Puis, il intègre, grâce au faisceau, la théorie des catégories de 1945, de Samuel Ellenberg et Saunders MacLean. Et ceci, il le fait dans les années 60. Mais je pense, et j'aimerais savoir si je me trompe, il ne s'est pas intéressé directement à la logique. Disons que peut-être il avait peur de devenir vulgaire, mais au bon sens du terme, la vulgarisation, la notion de profanation. C'est une question. La théorie des catégories permet de considérer que deux objets mathématiques a priori distincts sont les mêmes, parce qu'ils se comportent de la même façon vis-à-vis d'un autre objet. Et c'est là que réapparaissent logiquement les ménines, qui ont disparu, bon, on peut les remettre si tu veux, qui réapparaissent donc les ménines, et la querelle Lacan-Foucault. Ah oui, c'était. Il y a Grigori qui est apparu, mais. Ah, Grigori, il va venir. Il est beau. Mais il va venir dans les 5 minutes, tu sais. Parce que c'est. 5 minutes encore? Oui. Alors, donc, les ménines, donc. En fait, ce tableau, c'est un tableau familial, hein, vous voyez, mais il est incomplet. Il y a un trou. Il y manque la sœur aînée, qui a déjà 18 ans. Donc, un trou. Et dans la théorie des catégories, il n'y a qu'un seul objet qui est unique, qui entretient des relations avec les autres, donc dans la famille, et l'objet en question, c'est l'infante, au milieu. Elle est toute dressée, elle a 5 ans, elle est dans son vertugadin, et Lacan la définit en parlant de la fente de l'impubère. Foucault passe à côté sans la voir. Et dans la suite, notre époque éveillée, on va dire, dénonce avec virulence ceux qui la désignent comme seule et unique cause du désir, le scandale, et que toute sexualité est de l'ordre de l'infantile. Alors, si j'ai 5 minutes, je vais me dépêcher. Au début des années 60, l'anarchisme donc n'est pas loin. Quand Alexandre Grothendieck loue les pays, l'URSS par exemple, qui n'envoient pas leurs mathématiciens à la mort. On est dans le contexte de l'Algérie et Pierre Soury est aux prises avec la même question. Et pourtant, Grothendieck est mathématiquement du côté de Leray, qu'il qualifie d'un récolte-semaille, de pionnier et de bâtisseur. À noter que Leray est né, tout comme Foucault, sur les bords de Loire. Le conflit entre Weil et Grothendieck éclate dès 1958 pour devenir définitif à partir des années 60. Weil dit de Leray et Grothendieck qu'ils sont abscons. Ça va te dire pas. Ça n'a rien compris. Cependant, c'est la résolution des conjectures de Weil, en articulation à la théorie des faisceaux de Leray, qui donne sa médaille Fields à Grothendieck. Médaille donc qui n'ira pas chercher à Moscou. C'est une ritournelle que je vous fais. Manifestement pour des raisons politiques, mais hypothétiquement donc en souvenir de son père, mais j'ajoute là, de son père idéal. C'est qu'il est encore apatride en 1968 par refus du service militaire et qu'il aurait du mal à passer des frontières hérissées de Herse. Il est donc plus proche de Weil que de Leray sur cette question. Pour en finir avec la kéloïde, donc c'est-à-dire un espace fibreux qui fait barrage, comme dans la schizophrénie décrite par Bleuler, Laurent Laforgue, qui je ne sais pas s'il est encore là, énonce posément, très posément je trouve, que la théorie des ensembles pratiques, le tiers exclu, est donc de nature prédicative. Laforgue, Laurent, partage son nom avec un F de plus, avec un certain René Laforgue, qui était un condisciple et un ami définitif de Lacan, alsacien et pacifiste, qui fut mis au banc de la Société psychanalytique de Paris pour son comportement pendant la guerre. Oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Lacan n'a jamais cessé d'être son ami, et donc il y a toujours des questions autour de ces sujets. C'est ce que j'appelle ma kéloïde. C'est-à-dire, j'arrive pas à passer ce genre de choses sans que ça devienne tout de suite des questions compliquées. Alors, pour revenir à la création du groupe Bourbaki en 1935, on peut noter la position conceptuelle de la sœur d'André Weil, la philosophe Simone Weil, sachant que le nom de Weil est possiblement l'anagramme de Lévi. Il est saisissant de constater qu'elle théorisait la question de l'effacement du nom, juif en l'occurrence, un concept qu'elle proposa pendant la guerre pour penser l'après-guerre. Simone Weil fut aussi celle qui a entraîné Georges Bataille dans la guerre d'Espagne, ce qui contribua à empêcher celui-ci d'écrire le livre prévu dès 1934 sur le fascisme en France. Cette blague, entre guillemets, de Bourbaki fut sérieusement reprise par Lacan dans Silicette. Il est encore dans la lacanie la plus poussée, j'ai envie de dire. Notre Alexandre, lui,
et c'est ça le cœur de ce que je veux vous dire, ne pouvait pas se priver d'un nom qu'il n'avait pas pu porter. L'esprit de sérieux le caractérisait, il n'a pas été d'humeur à pratiquer l'humour sur cette question. Il tient donc de son père par le prénom, on l'a vu, et sa paranoïa est une mise en continuité comme l'est la géographie de la Mitteleuropa. L'allemand va tout droit, en continu, tandis que le français, comme langue, est un lieu du contournement discret. Bon, manque évidemment la langue russe, probablement le 4e rond, le symptôme, qui fait tenir ensemble les trois autres. C'est là où il faut montrer la photo de Grigory Perelman, je pense. Voilà. Voilà, ça c'est Grigory. Il était jeune, il est très très beau, je ne sais pas comment il est maintenant, ça ne va pas être pareil. Donc la langue russe qui... donc le symptôme, le 4e rond, qui fait tenir ensemble les trois autres, sans solution de continuité, laquelle fait verser dans la paranoïa, mais avec le symptôme, on n'y verse pas. Il y a la réalité psychique, en fait, le ready-made, l'Oedipe au sens de Freud, et enfin les noms du père au sens lacanien. Mais Shapiro faisait défaut à Alexandre. Ce vide béant devait être rempli par, j'ose dire, ce pénis de Grothendieck, faute de quoi les voix risquaient de ne plus lui parler et se fondre dans Bourbaki l'embourbé. Mais les voix ont fini par trop lui parler. J'ai presque fini, Stéphane. Je peux encore? Tu as 120 secondes, allez. D'accord. Ok, alors, 4e résultat, la belle âme. À quoi s'est attaqué Grothendieck à partir des années 1970? Au mensonge bourgeois de ceux qui ont la bonne conscience d'avoir résolu la question de la belle âme. Les nazis allaient-ils réussir finalement à mettre tout le monde d'accord? C'est la lutte des classes qui permettra à l'esprit de combat de ne pas disparaître. Mais on peut aussi penser qu'il s'agit, pour Grothendieck, d'un trouble proche de celui qui saisit Freud et son frère, Alexander, tiens, comme le prénom de notre homme à la naissance, en passant de Trieste à l'Acropole en 1904. L'idéal existe donc, l'Acropole, une médaille Field, mais le père n'est pas là. Alors, est-ce que je vais parler de ça? Parce que si j'ai 4 minutes... Dans un article paru dans La Recherche en février 2022, la mathématicienne Leila Scherps témoigne à la fois de l'amour de Grothendieck pour les femmes et sa conception du mal. La violence, la cruauté, la guerre, c'est la violence, la cruauté, la guerre, la mort, c'est pour lui le mal animal en l'homme. Le mal humain, c'est le mal déguisé en bien. Ça rejoint la question de la belle âme, évoquée par Lacan dans un passage du texte de 1958 paru dans les Écrits, la direction de la cure et les principes de son pouvoir. Qu'est-ce que dit Lacan? Qu'est-ce que la dissonance? C'est la réunion d'éléments qui ne s'accordent pas. Autrement dit, il y a hétérogénéité de structure, sans cesse renouvelée, entre les acquis doctrinaux et les constats empiriques. Les chevilles de la pratique ne rentrent pas dans les trous de la théorie. On se heurte à un réel qui résiste à l'effort de doctrine. Plutôt que de crier avec les loups et de faire la belle âme, en dénonçant Freud, Lacan remarque qu'il y a nécessairement un mouvement perpétuel vers la discordance entre les deux registres, théoriques et pratiques. Un mouvement inéliminable dont il faut tenir compte dans la conduite de la cure. Ce mouvement dialectique, c'est ce qu'on appelle une praxis, en grec ancien. Le passage est étroit pour Grothendieck. Serait-il lui-même suspect d'être une belle âme? Celui qui se retire du monde pour se plaindre que celui-ci ne soit pas adéquat à ses aspirations? Un Christ? Enfin, ayant franchi cette kéloïde, la guerre, le point Goodwin, je peux revenir à cette précieuse année 66 par une stratégie de contournement de ces tourments, apte à permettre une coupure qui ne fait point barrage. Et j'ai encore une petite page à lire. Il faut que je négocie, non? Ou alors j'ai pas de conclusion et... Ah, il faut lire la conclusion. Alors, je lis là, vraiment, c'est à mon avis 3 minutes. Je négocie. Alors, conclusion. Passons, du coup, puisque j'ai passé la kéloïde, je peux retrouver de la fluidité et de la fluidité, tout simplement. Voilà. Passons de Poincaré, qui obtient en 1871 un 0 à son baccalauréat mathématique, puis devint l'inventeur de la topologie algébrique, comme Leray, qui, la pratiquant, la topologie algébrique, fut le découvreur des faisceaux. Donc passons donc de Poincaré à Grigory Perelman, né en 1966, qui a résolu la conjecture de Poincaré en 2002 et qui a lui aussi refusé la médaille Fields en 2006. Grigory Perelman, il s'inscrit dans une tradition familiale des refusniks, encore un trouble peut-être lié au père.
Pour l'anecdote, c'est l'Institut Poincaré en France qui a reçu le montant du prix. Voilà, une traverse. Mes 3 héros en 66, ils ont respectivement 65, 40 et 38 ans. Il est bon d'entendre leur voix. Alexandre Grothendieck et son accent germanique imperceptible. Lacan, le Titi parisien. Et Foucault, dont un podcast sur l'année 66 révèle un contresens sur la topologie, qu'il définit comme science du lieu, restant résolument étymologique. Alors qu'en mathématiques lacaniennes, la topologie, c'est donc l'étude de la déformation des objets et de leur identité, ou pas, en fonction du nombre de trous. Lacan, c'est ça. Il est déjà asphérique sans le concept, tandis que Foucault ne l'a jamais su. Son après-coup est un wok, ce fait tout asiatique bien rond. J'espère que je ne vais pas me faire dégommer à la sortie. On verra. Faire le lien entre la topologie lacanienne et la logique non euclidienne serait une plus-value qu'apporteraient les topos au discours psychanalytique. Mais est-ce que dans l'autre sens, la psychanalyse dans sa version imprédicative sera utile aux mathématiciens ? Disons qu'elle peut rassembler les actions d'Alain Cohen avec Patrick Gauthier-Lafaye, et aussi peut-être de Laurent Lafort qui travaille avec des ingénieurs chez Huawei, puisqu'il y a un intérêt des Chinois pour la psychanalyse profane et asphérique. Voilà, et là je vais juste dire un mot qui permet de parler du travail d'Olivia Caramello en pas très longtemps. La Field, j'appelle la Field de AG, d'Alexandre Grothendieck, l'a cassé en AG de 68. Il avait fini de faire son pont entre le discret et le continu. C'était son rôle en fait. Et il permet aujourd'hui de lier topologie et logique. Cette notion unificatrice peut s'apparenter en biologie à la découverte de l'ADN. Je parlerai du schéma après. Donc, Olivia Caramello dit que les topos, c'est comme l'ADN d'un corps. C'est compactifié et à la fois continu. C'est la suite des bases nucléiques de l'ADN. Et discontinu, les ponts disulfures, les autres liaisons non covalentes. Ce petit schéma, en fait, c'est un schéma de ce qu'on appelle la méiose, où il y a des méridiens sur lesquels les chromosomes, au moment de la division cellulaire sexuée, se séparent et parcourent ces méridiens pour aller aux deux pôles en fait, de la cellule, et pour qu'on ne soit pas des paramécies. Si vous voulez, la cellule mère ne produit pas de cellules filles identiques. La division sexuée, c'est produire un être différent et unique à chaque fois. Donc pour Laurent Lafort, Grothendieck ne fonctionnait pas dans une démarche axiomatique, comme le présupposait le groupe Bourbaki, mais dans une démarche de vérité. Il faut se résoudre à l'idée qu'il est quand même très platonicien. Une voix lui parle, une voix intérieure de recherche. Est-ce que ça s'apparente à l'expérience intérieure de Georges Bataille ? Une fois dénoués les nœuds conceptuels, les théorèmes apparaissent comme les coquillages après la marée, des topos émergent. Est-ce mystique ? Olivia Caramello inverse l'approche de la Vendôme, qui utilise les topos pour modéliser la logique. Elle commente l'aspect unificateur de la geste grothendickienne et établit donc les critères de topos classifiants pour passer d'une théorie à l'autre. Je termine. Lacan, lui, il tente une approche axiomatique de la psychanalyse, dans la lignée bourbakiste, qui limite avec Silicette. L'approche d'Alexandre Grothendieck est plus poétique, voire mystique, parfois même hallucinatoire. Mais Lacan est aussi celui qui lit Freud, ce qui l'arrache constamment à cette formalisation et le rend imprédicatif, aux grandes dames de ses contemporains qui le déclarent incohérent. Il lui faut pratiquer la théorie des topos sans le savoir pour s'arracher aux griffes des mathématiciens, des logiciens, des cliniciens, psychologues ou médecins, ou des philosophes qui l'entourent. Disons que pour chaque psychanalyste le lisant, puisse trouver dans sa pratique de quoi ne pas sombrer dans le réalisme, tout en évitant l'écueil mystique du nominalisme. On doit se tenir sur la crête, en équilibre. L'écoute se doit d'être imprédicative, et voilà. Donc Lacan serait le monsieur Jourdain de la théorie des catégories. Et je vais arrêter là. Voilà.